Elle lit encore en espagnol et les photos de sa famille sont omniprésentes. Raquel, 28 ans, travaille et vit depuis 2 ans en Suisse romande. Ces derniers temps, avec la pandémie, c'était un peu métro-boulot-dodo. Et à l'arrivée de l'hiver, elle a décidé de se mettre aux raquettes pour profiter de faire une activité à l'extérieur. En fait, les raquettes, c'est une chose qui m'intéresse parce que en Espagne, j'ai pas fait trop de ski. Il y a la neige, mais pas toute l'année. Et du coup, il y a une chose assez drôle, c'est faire ski dans un grand centre commercial. Pour moi, c'était énorme. C'est vrai que c'est chouette comme expérience de le faire dans un centre commercial, mais c'est toujours mieux de le faire à la nature. Pendant son enfance, en Estrémadure, au nord de l'Espagne, les camps de sport de neige ne sont pas au programme. Et donc, le ski demeure une activité peu accessible. Le ski, déjà, c'est assez compliqué. Et tout l'équipement, c'est cher, voilà. Et du coup, je me suis dit, les raquettes, c'est plus simple et c'est plus économique, en fait. Moins coûteux qu'un équipement de ski alpin, certes, mais Raquel a l'embarras du choix pour trouver ses premières raquettes. Dans une fourchette de prix de 70 à 400 francs, plusieurs magasins en proposent en ligne. Une fois qu'elle a fait le tour des modèles, Raquel clique donc sur un conseil personnalisé pour débutantes en direct. Guten Abend, das ist der Micha von der Online-Beratung. En fait, je suis débutante, donc j'aimerais un peu de conseils avant d'acheter. Ok, oui. Maintenant, je diverse le screen pour vous, madame. Au moment, c'est très dommage, mais au moment, nous n'avons pas extrêmement beaucoup. Nous avons la variante avec la fixation, c'est avec un système de boa. Vous connaissez ça, c'est le même système que chez les snowboard boots. Ah, donc c'est différent à l'heure de l'adapter à ton pied, c'est Oui, ça? oui, c'est ça. Parce que pour la fixation, vous avez la possibilité, presse, cette bois système et c'est une petite corde ici. Maintenant que Raquel a trouvé sa paire, elle va vouloir l'essayer tout de suite. Et là aussi, elle trouve son bonheur sur Internet. Je vais les essayer sûrement à la Trélasse. J'ai vu qu'il y a la lune pleine. C'est donc quelques jours plus tard, au col de la Givrine, que Raquel va inaugurer son nouvel équipement. Ici comme ailleurs, des buvettes d'alpage proposent des sorties guidées à la pleine lune. Raquel est arrivée toute seule en train, mais elle s'est inscrite pour une balade en groupe. J'ai rentré sur Facebook, sur un groupe de randonnée en Suisse. Et là-bas, j'ai trouvé que les gens postent des photos magnifiques, qui font des sorties de temps en temps. Il y a des petites groupes aussi. Donc, je pense que c'est une bonne manière de sortir un peu de la routine, du travail, de tous les jours être fermé. En attendant les autres participants, Raquel a juste le temps d'essayer ses raquettes, puis elle fait la connaissance du groupe autour d'un verre de vin chaud. En plus, on a de la chance qu'il fait beau et on voit toutes les étoiles. Moi, je n'ai jamais vu. Ah ouais. Non, yo hablo espagnol, si. Hein? Si, hablo espagnol. Si? C'est Ah, bien. ah. Allez, vas-y, quelle équipe? Ouais, ça marche. Si vous faites pas trop de bruit, peut-être que vous allez entendre peut-être un loup ou un renard ou la belette, comme dit la chanson. Alors je vous laisse partir et on vous attend après pour la fondue. Ok. Après une bonne heure de marche dans la nuit étoilée, Raquel revient ravie. Ça fait un peu magie avec la pleine lune. Ça a été magnifique. On a fait des belles photos aussi. Et c'est vrai que c'est une expérience à vivre. Dernière étape de cette sortie, la fondue au coin du feu, histoire de se réchauffer et de partager l'expérience. Et l'expérience est évidemment meilleure avec les bonnes raquettes aux pieds.
Alors, quels matériaux privilégiés, de quel type de crampons avez-vous besoin? Quelques conseils pratiques avec un expert et un cobaye. Nous sommes à La Baie, dans la vallée de Joux. C'est ici qu'habite le guide de randonnée Christian Giraud. Il a une grande expérience d'expédition au Canada et dans l'Himalaya. Mais depuis plus de 30 ans, son camp de base est dans ce hangar, près du ruisseau La Lyonne. Un hangar plein de matériel qui prouve que son intérêt pour la raquette ne date pas d'hier. D'ailleurs, quand on lui parle d'un boom actuel, il nous rit au nez. On était en 1993, moi je rentrais de mon voyage de noces et je me suis dit, waouh, le Québec, la vallée de Joux, c'est pareil. Et j'ai eu l'idée d'organiser les premiers randos ici. C'était assez innovateur sur le Jura. Puis quand on voit aujourd'hui, 30 ans après, l'essor que ça a pris, bon, bah, ça me fait plaisir. Et puis surtout plaisir d'avoir été un pionnier quand même dans ce domaine-là. Maintenant, le boom, il est peut-être lié à la situation qu'on vit. Et je pense que le corona a fait que les gens veulent sortir. Nous, on est dans un pays où il n'y a que les sports de glisse qui sont importants. Alors, on peut dire effectivement que la raquette traînait une image un petit peu ringarde, un peu vieillotte. Mais bon, moi, je trouvais ça intéressant parce que ça permettait une activité physique et sportive à des gens qui ne pratiquaient pas les sports de glisse. Ça mettait à pied d'égalité parce que tout le monde sait marcher, donc tout le monde peut faire la raquette à neige. Tout le monde peut en faire, à condition d'avoir le bon matériel. Nous avons donc demandé à Christian d'évaluer ces 5 paires de raquettes qui nous ont été conseillées dans des magasins et sur des sites internet et qui correspondent à des débutants et intermédiaires. Celui qui va les essayer, c'est Stéphane Prior. Il fait de la raquette de temps à autre et il est curieux de comparer les modèles. Comment ça va? Ça va bien? Nous commencerons par le moins cher, à 70 francs, et terminerons par celui qui coûte 5 fois plus. Le premier prix, c'est le modèle de Quechua SH100 Easy, acheté chez Decathlon à 70 francs. Alors moi, ces raquettes, elles m'ont beaucoup amusé. Je crois qu'elles nous a tous fait rire parce qu'on les a surnommées la Birkenstock de la raquette à neige. C'est une raquette qui est très très souple. Il suffit de la regarder pour remarquer qu'elle est quand même bien différente des autres. Un modèle extrêmement simple. Je conseillerais ce genre de modèle si on a un petit chalet et qu'on doit porter les commissions dans la neige sur 100-120 mètres. En aucun cas pour faire des très très grandes randonnées. Alors, pas si mal quand même. Monter, ça a été. Il y a système d'attache, au final, il est assez pratique. Mais descente et déverse, le grip est mezzo. On a vraiment besoin, quand on fait de la raquette à neige, de beaucoup de sécurité au niveau de la fixation. Donc là, on a un système de sangle à scratch. Alors c'est très vite mis, très vite enlevé. On ne peut pas décoller le talon, donc on n'aura pas une marche naturelle avec cette raquette. La marche non naturelle a été compensée du fait qu'on peut la plier comme ça. Elle n'a pas une très bonne accroche en dessous. Vraiment une raquette pour s'amuser et puis pour rejoindre le chalet. Voilà. Deuxième raquette, la TSL 226, achetée chez Intersport pour 120 francs. C'est le modèle de base que l'on peut trouver en location partout. C'est effectivement une raquette d'entrée de gamme, c'est-à-dire qui sera très polyvalente pour des débutants, des initiations, pour faire quelques balades. C'est peut-être pas la raquette alpine en force. Manque un peu de tenue au pied. Là, le grip moyen, autant en montée qu'en descente, le grip moyen. Je fais des petites glissades, là la neige est un petit peu mouillée. 6 pointes en acier trempé qui tiennent pas trop mal. Et aussi sur ce genre de modèle, puisqu'il y en a plusieurs, on peut encore rajouter des systèmes de sécurité comme des crampons. Par exemple, je peux vous montrer ça. Si on avait besoin d'une accroche un petit peu plus performante, tac. Et là, on a quelque chose de plus performant sur des pentes raides ou des pentes glacées. Modèle numéro 3, la TSL Highlander Adjust, vendue chez bergfreunde.ch pour 273 francs.
Ici, on a 2 grandes lames ici sous l'avant de la chaussure et on a ce rail, je pense que c'est ce qu'il appelle le grip ici, qui est aussi autant de crampons qui empêche de partir dans le dévers. Là, on est sur une raquette alpine. Quand je dis alpine, en fait, on sort du domaine des balades, de pâturage et de forêt. On est sur des terrains un petit peu plus glacés, des pentes très accentuées. On remarque ce genre de raquette, les crampons à l'avant, ici, sont beaucoup plus prononcés, vont beaucoup plus mordre dans des pentes inclinées. C'est une raquette qui est assez légère. C'est comme le modèle précédent, ce ne sera pas des raquettes forcément pour aller dans des 1 m, 1 m 20 de neige, on est bien d'accord. Modèle suivant, une TSL Symbiose Hyperflex disponible sur hardloop.ch pour 330 francs. Un confort, facile à mettre. Je suis assez enthousiaste avec celle-ci. Qu'il soit flexible, ça me permet que c'est dur. C'est plus agréable, on a un meilleur adhérence au sol. Puis j'ai le coup du pied avec la petite roulette qui est beaucoup plus tenue, puis c'est plus précis le réglage. Celle-ci, la fixation qu'on appelle bois, a un étrier où on va venir mettre le pied à l'avant. On va appuyer sur le bouton et il y aura un petit système de câblage qui va venir bloquer l'avant de la chaussure. Et à l'arrière, aussi très très confortable, un système de cliquet où on peut avoir beaucoup de finesse pour régler le serrage. Voilà, là on a une raquette, je dirais, qui est vite enlevée, vite mise, qui a un système d'accroche très très performant. Moi je la qualifierais presque d'alpine. Là on voit, on a laissé tomber les pointes à acier, on a carrément des lames sur toute la surface de la chaussure. Dernier modèle, la MSR Lightning Explore en vente chez Cactus Sport pour 359 francs. Je les ai trouvées très très agréables. Elles sont déjà, je crois que c'est les plus légères que j'ai testées. On les sent presque pas. Ça, pour les choses, pour les culs, les jambes, les cuisses, au bout d'un moment, c'est agréable qu'elles soient aussi légères. On est bien par rapport aux autres. On est mieux tenu un petit peu surlatéralement. Ah, c'est vraiment sympa. Tous les modèles qu'on a vus précédemment étaient fabriqués en plastique, donc du polymère ou des composites, qui sont très solides aussi. Ici, on a un cadre qui est en aluminium, et puis un tamis, donc qui va permettre de flotter sur la neige, on peut dire comme ça, qui est certainement du néoprène. Ce modèle est assez prisé des snowboarders ou des gens qui vont marcher avec des grosses boots. C'est ce qu'on retrouvera assez fréquemment pour des gens qui veulent monter en raquette et descendre en snowboard, parce qu'elle accueille vraiment des très grosses chaussures. Elle a quand même une petite cale de montée, donc elle est intéressante. Voilà Stéphane, on a un joli rec devant nous. Je crois qu'on va mettre les cales de montée maintenant. Si on marche dans une dénivelée assez importante, vous remarquez que le talon va vraiment partir en arrière. En mettant la cale de montée, on va faire comme si le terrain était un petit peu plus plat. Je suis dans tes traces alors. On laisse qu'une seule trace, c'est parti. Ça roule. Tu sens comme ça soulage déjà au premier mètre? Ouais, c'est dingue. On va quand même soulager la musculature des mollets, soulager le talon d'Achille, et surtout ce sera bien moins fatigant. Je dirais qu'aujourd'hui, faudrait avoir des cales de montée sur toutes les raquettes. On s'amuse un peu quand même. Et une fois qu'on a choisi son matériel, il faut bien sûr trouver le bon itinéraire. Pour nous éclairer, le plaisir de retrouver Sylvie Peter. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous depuis Zinal. Alors, vous êtes accompagnatrice en montagne, spécialiste de la raquette. Pour les débutants, comment est-ce qu'on fait pour choisir le bon itinéraire? Alors, ce que je conseillerais pour choisir le bon itinéraire, c'est de suivre des sentiers raquettes qui sont balisés. Ces balises, elles sont roses. Il y a des petits drapeaux avec une petite raquette dessus. Et puis, alors, ces sentiers raquettes, on peut les trouver sur des sites Internet.
Vous avez le site de Suisse Rando qui est très bien fait en donnant le dénivelé, la difficulté de la randonnée. Donc on peut choisir ce qu'on veut sur ce site. Il y a aussi le site de Suisse Mobile. Il faut être un petit peu plus habitué à la carte, mais qui propose aussi quelques parcours. Le dénivelé, vous l'avez mentionné, c'est pas évident hein, quand on n'a pas l'habitude de la montagne. Un ordre de grandeur de ce qui est raisonnable quand on débute. Oh, pour les tout débutants, si vous faites déjà un dénivelé de 150, 200 mètres, c'est déjà bien. Et puis après, ça dépend de la distance. Hein, mais voilà, il ne faudrait pas non plus aller trop au-dessus de ses capacités. Alors, il y a les sentiers balisés et puis il y a tout ce qui est hors des sentiers battus, justement. Là, à quoi faut-il être attentif quand on part se promener ? Hors des sentiers battus, il faut déjà avoir quelques connaissances au niveau de la neige, des avalanches. Il faut faire une bonne planification, c'est-à-dire faire son parcours à l'avance à la maison pour voir où est-ce qu'on va passer, pas que ça soit dans des pentes trop à risque. Puis bien sûr, il faut avoir des connaissances aussi en météo. Et vous avez aussi une application qui est très bien, c'est White Risk, qui va vous permettre d'évaluer le degré d'avalanche pour pouvoir sortir. Il faudra du matériel comme un DVA, une pelle, une sonde et surtout savoir s'en servir parce que la plupart des gens, des fois, ont du matériel mais ne savent pas s'en servir. Alors ça, précisément, quand on pense raquette, on pense pas spontanément avalanche. Est-ce que les randonneurs à raquettes sont suffisamment conscients des risques ? Alors moi, je pense que non. La raquette comporte des risques, même si ça a l'air facile. Moi, je compare ça au freeride ou au ski de randonnée. Il faut aussi avoir les mêmes compétences de connaissances. Et puis, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez faire appel à des professionnels de la montagne, comme des accompagnateurs en montagne, que vous trouverez sur randonnée.ch sans accent. Merci beaucoup pour vos réponses, Sylvie Peter. La raquette, pas toujours aussi anodine qu'on peut l'imaginer. Très bonne soirée à vous du côté de la montagne. Et on redescend en plaine maintenant pour pousser la porte de l'entreprise TSL. À quelques kilomètres de la frontière suisse, le leader mondial de la raquette produit quelques 300 000 paires par an. Nous sommes au pied des montagnes de Haute-Savoie, dans la zone industrielle aux portes d'Annecy. TSL est une entreprise familiale dont le département marketing est géré par Marion Gallet, 30 ans, qui n'a pas appris son métier que sur les bancs d'école. Mon papa, c'est le patron. TSL, ça a commencé dans le garage de ma maison. Et la première employée de TSL était la secrétaire de mon père, mais aussi ma nounou. Donc on peut dire que j'ai vraiment grandi avec l'entreprise. Pendant et à côté de ses études, Marion travaille à tous les postes de la chaîne pour se faire des sous et elle se spécialise finalement dans le marketing et l'export. Mon père, il y a 30 ans en arrière pour le coup, a créé le marché de la raquette neige en France petit à petit. Ensuite, ils l'ont développé en Suisse, ils l'ont développé sur d'autres marchés comme ça, au Japon. Ça a été le premier pays où TSL a exporté, c'était le Japon, avant la Suisse, ce qui est assez rigolo. Ici, 150 employés assemblent jusqu'à 3700 paires par jour, des raquettes qui sont censées durer toute la vie. Mais est-ce vraiment la recette pour devenir leader mondial ? Nous, notre credo, c'est de se dire, on a des produits, on ne veut pas qu'ils cassent, on veut que les gens puissent les garder toute leur vie et on veut leur donner envie de continuer à acheter nos produits avec une vraie innovation et pas juste parce qu'ils ont usé leur raquette et qu'ils ne peuvent plus rien en faire. Pendant le confinement, la demande en raquettes est montée en flèche. Mais même en travaillant en 3-8, l'entreprise n'arrive pas à satisfaire toutes les commandes. On est encore en rupture de stock cette année. Oui, on a eu vraiment du mal à fournir. Alors, on a fait travailler beaucoup de locaux, du coup, ça nous a permis d'embaucher beaucoup de moniteurs, de personnes des remontées mécaniques dans nos ateliers pour fabriquer les raquettes. Mais oui, effectivement, on a été en pénurie, on a travaillé 7 jours sur 7, on a travaillé à des moments 24 heures sur 24, mais ça n'a pas suffi. Les raquettes sont fabriquées dans ces machines à injection. Il existe un moule pour chaque modèle. La matière première, un plastique qui se veut durable, est coloré et injecté sous haute pression. Voilà, ça c'est notre matière plastique, c'est à partir de là que sont fabriquées nos raquettes. Nous, on fabrique nos produits de façon à ce qu'ils soient réparables. Ils sont faits entre 60 et 80 pièces pour une paire de raquettes et toutes ces pièces sont interchangeables et réparables à l'usure. Le service après-vente se concentre sur les réparations et les échanges de pièces, une manière de faire durer chaque paire et de lutter contre le gaspillage.
Je pense que c'est un sujet majeur et d'ailleurs, on oriente beaucoup nos décisions d'entreprise en fonction de ça, c'est-à-dire qu'on s'oriente sur comment on fait pour diminuer notre impact, comment on fait pour aller vers une société qui est viable avec peut-être moins de ventes et plus de services, c'est-à-dire plus de réparations. On a un pôle service après-vente en Europe, on a un pôle service après-vente en Amérique du Nord pour ne pas avoir à faire de l'aérien. On se pose vraiment des grosses questions là-dessus. On crée des raquettes en recyclé et tout ça. Un plastique comme ce que j'ai dans la main, qui sont les protos de couleur de nos raquettes, et ben ça, je le rebroie. Demain, je refais une raquette avec. Snowshoe! En ce moment, TSL monte en force sur le marché nord-américain. Snowshoe! Et Marion a pris l'habitude de ne plus parler de raquettes, mais de snowshoe. D'ailleurs, c'est même le nom qu'elle a donné à son chien. Allez, on y va. Et dire qu'à la base, une raquette, ça ressemblait à ça. Bon, il faut dire qu'à l'époque, il s'agissait surtout de pouvoir se déplacer dans la neige, par exemple, pour chasser le castor ou la marmotte. Aujourd'hui, c'est évidemment un loisir et un sport. Les stations de montagne l'ont bien compris, elles sont de plus en plus nombreuses à se profiler dans la discipline. Venez, c'est bon. Il était une fois des peuples qui vécurent dans des régions montagneuses où il était difficile de se déplacer dans la neige. La structure physique de la neige, qui fait qu'un pied humain, même très grand, s'y enfonce assez facilement, fait que dans les régions enneigées en hiver, on a cherché en fait à augmenter la surface du pied. C'est difficile à dater. En tout cas, c'est un usage à ce moment-là, on va dire, lié à des tâches de la vie courante, notamment la chasse ou finalement l'accès à différentes ressources, que ce soit de l'eau ou d'autres formes de ressources. Dans les années 90, la raquette devient très populaire et là déjà, la télévision suisse romande dispense des conseils pour son utilisation. Règle d'or, au royaume de la raquette, le canard n'est pas roi. Marchez normalement sans écarter les jambes exagérément. Ensuite, levez le genou suffisamment haut pour allonger le pas. Sinon, vos raquettes risquent de se chevaucher avec la suite prévisible. Et aujourd'hui, boostée par la pandémie, la raquette a encore gagné du terrain. Je pense que la raquette, dans sa technicité, cette transformation depuis le début des années 90, est fondamentale aussi. Aujourd'hui, c'est devenu extrêmement facile de faire de la raquette et on n'a même pas besoin d'initiation à la limite. Et ça, je pense que c'est important aussi pour bien comprendre cet essor assez important de la raquette depuis quelques années, quelques décennies. À Crans-Montana, on a compris depuis longtemps que l'on ne peut plus miser que sur le ski. La société a changé, toute la population ne partage plus la culture du ski où chaque enfant apprenait à skier à l'école. On a donc créé un parc de randonnée à ski, des chemins pour le trail, la course à pied, la promenade et des sentiers raquettes. Mais comment se répartit la clientèle entre toutes ces activités hivernales ? Bruno Hugler, directeur de l'Office du tourisme à Crans-Montana, avance des chiffres assez étonnants. On a ici à Crans-Montana en hiver aussi un pourcentage de non-skieurs qui est autour des 65 à 70%. Donc il y a plus de non-skieurs que de skieurs. Il y a plus de non-skieurs qui sont ici. Si je prends les fréquentations globales dans notre destination et je les compare aussi avec les journées skieurs, il y a beaucoup de gens qui se font plaisir dans la neige. Mais il ne faut pas oublier non plus que c'est beaucoup de gens qui accompagnent des gens qui vont sur le ski. Alors le ski reste extrêmement important pour nous. C'est l'activité phare aussi qu'on veut mettre en avant en hiver. Reste à savoir si la station s'y retrouve financièrement avec de moins en moins de clientèle de ski alpin. Les remontées mécaniques, on le sait, sont payantes, mais toutes les activités pédestres gratuites. C'est vrai qu'ils ne payent pas pour l'utilisation du parcours, ou ils le payent par la taxe de séjour. C'est une prestation que nous, on offre à tous ces clients. Mais il faut voir quand même la valeur ajoutée qui est créée. C'est des clients qui viennent ici en Crans-Montana, qui séjournent, qui vont dans les restaurants, qui vont dans les commerces, qui utilisent aussi les remontées mécaniques peut-être un autre jour. Un jour, ils font la raclette, un jour, ils font du ski. Alors, on est très, très contents aussi de ces clients-là. Delphine incarne cette nouvelle clientèle. Adepte de la raquette, cette influenceuse a créé un groupe Facebook intitulé « Balade en raquette à neige suisse romande ».
et en 2 ans, elle compte déjà 1700 abonnés. Les gens peuvent partager leurs photos, ils peuvent partager leurs expériences, leur parcours. Et puis, ils peuvent aussi créer des sorties en groupe. Puis, c'était vraiment dans le but de partager, en fait. Alors, on va aller à Aminona. Depuis... Aujourd'hui, Delphine est venue en famille. Avec ses 3 filles qui ont entre 8 et 13 ans, elle prépare le parcours à l'aide de cartes et d'applications. Swissmobile, ça n'a pas l'air d'être trop... pas trop de dénivelé. Swissmobile, par exemple, indique la distance, le dénivelé, le temps de marche et la difficulté. Ensuite, il suffit de motiver ses troupes, surtout l'ado. C'est un peu plus compliqué. Les plus petits sont plus motivés, mais après, ça dépend aussi où on va. Parce qu'elles aiment bien, alors elles aiment bien les raquettes, elles aiment bien tout ce qui est la nature, les animaux, elles aiment bien marcher, elles adorent ça. Par contre, elles aiment bien quand il y a un peu une récompense à la fin, c'est où il y a un restaurant ou la descente en bob. Aujourd'hui, en suivant les flèches roses des sentiers raquettes, la récompense sera une vue imprenable sur le Hillhorn en dessus du Val d'Anivier. Voilà, Damien, t'as rien écouté? C'est vrai que c'est un peu... Aïe! Et bien sûr, la pause pique-nique bien méritée au soleil. Regarde, on voit une piste. Une pause que Delphine va aussi utiliser pour vérifier s'il y a du nouveau sur son groupe Facebook. Ah, Raquel a posté quelque chose. Première balade en raquette à Sancergues avec la pleine lune. Je connaissais absolument pas cet endroit, mais c'est super beau. Et pour rendre l'appareil à Raquel, Delphine partage sa sortie en famille. Celle-là, viens là. Oh. Ah, tu peux la mettre sur ton groupe Facebook, ça sera mieux comme ça. Oui, bonne idée. Voilà, je vais faire ça. Vous êtes déséquilibrés. L'appel de la montagne, l'envie de nature, c'est aussi ça, la pratique de la raquette. Et pourtant, le risque est bien réel de piétiner le territoire d'animaux sauvages. On en parle avec vous, Sarah Pearson-Perret. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire romande de ProNatura. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment est-ce qu'on sait si on est en train d'empiéter sur le territoire d'un animal sauvage ? Bon, il y a différentes façons de savoir. La première chose, c'est qu'il y a des sites qui ont été désignés par la Confédération et les cantons. Ces sites sont accessibles sur des sites web. On peut facilement en fait, se renseigner. Donc, on sait très bien quels sont les sites qu'il faut absolument éviter. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que normalement, on voit aussi par rapport à l'activité, si vous vous promenez, vous voyez en fait dans la neige des traces, on voit s'il y a eu une activité animale ou pas. Alors, parmi les espèces concernées, il y a le grand tétras, il y a des lièvres, il y a le cerf, le chamois. C'est quoi le risque pour ces animaux ? Alors, le risque, en fait, c'est qu'ils dépensent énormément d'énergie. C'est-à-dire que dès le moment qu'il y a un dérangement, en fait, ces espèces, elles vont elles vont fuir, hein, parce qu'elles sont sous stress, elles fuient. Et puis, c'est des animaux qui ont des stratégies, en fait, d'adaptation à la condition hivernale. Donc, leur objectif, c'est de dépenser le moins de calories possible. Donc, le fait de les déranger fait qu'ils doivent fuir et en fuyant, ils dépensent des calories. L'enjeu, c'est que l'animal peut s'épuiser complètement. Exactement. L'enjeu, c'est que l'animal peut s'épuiser complètement, donc mourir par le dérangement. Puis l'autre enjeu, c'est qu'en fait, ça peut aussi avoir un impact sur la reproduction des animaux. D'un mot, on a vu la magie de la balade en raquette au clair de lune. Ça, c'est délicat. Disons, je pense qu'il faut éviter... Alors, il y a différentes choses qu'il faut faire. Il faut essayer d'éviter d'aller près des lisières. Il faut éviter, je pense, des balades en raquette dans la forêt.
c'est beaucoup moins dérangeant en fait de faire des balades de raquettes, par exemple dans des pâturages boisés. Là, vous risquez beaucoup moins en fait de déranger la faune de nuit. Donc, si vous voulez faire de raquettes de nuit, plutôt choisir des espaces ouverts où il n'y a pas trop de dérangement. Merci beaucoup, Sarah. Merci Pierson beaucoup. Perret, pour vos réponses. Très bonne soirée à vous. Merci beaucoup.